Bonjour à tous, bienvenue aux interviews d'Elisa. Sur cette chaîne, nous abordons tout type de sujets ayant trait aux enfants et adolescents atypiques. Le but étant de les mettre en lumière et de porter un nouveau regard sur eux. Bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Marie Schmitt, qui est psychothérapeute, une psychothérapeute que moi je trouve exceptionnelle, hors du commun. Marie, tu accompagnes des enfants et des nourrissons depuis 37 ans. Oui. Et tu as développé un concept très spécifique qui s'appelle la phytoaquathérapie. La phytoaquathérapie. Voilà, qui n'est autre que l'accompagnement des familles et des enfants vers le retour aux phases d'arrêt du développement, soit in utero, soit post-naissance, dans un travail aquatique. Donc c'est très particulier. Et c'est quelque chose de très unifiant qui retourne vers la vie intra-utérine et l'explication de certains troubles que l'on peut retrouver après la naissance. Ben merci. Est-ce que tu reçois beaucoup d'enfants atypiques en consultation ? Oui, je reçois beaucoup d'enfants atypiques, surtout ces dernières années. Je pourrais dire que depuis à peu près 10 ans, on a environ un enfant par semaine sur toutes les consultations qui montre une situation atypique, quelle qu'elle soit. Alors on n'est pas forcément dans quelque chose d'important comme l'autisme, l'anorexie, les angoisses du nourrisson, mais on se pose la question du contexte actuel, des naissances, des grossesses surtout, des naissances et du monde stressant dans lequel on vit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une influence sur tous ces comportements atypiques très précoces dus au stress? Et ça, tu l'as constaté au fur et à mesure des années? Voilà, exactement. Le travail en psychothérapie de l'enfant et en pédopsychologie n'est absolument pas le même depuis une dizaine d'années. Il faut vraiment prendre en conscience le stress parental, le stress des grossesses et le stress des enfants, même tout petits. Donc tout a une influence sur l'enfant. Voilà, bien sûr. Est-ce qu'il y a donc parmi ces enfants atypiques que tu reçois des pathologies qui sont plus nombreuses que d'autres? Oui. Alors des pathologies qui sont dues au stress, comme le reflux par exemple, les tout petits qui souffrent de reflux, c'est de plus en plus fréquent. Et c'est vrai que ça touche le langage, ça touche le développement de la parole, ça touche l'alimentation et le désir de s'alimenter, ça touche bien sûr le sommeil, donc c'est compliqué. Ça peut créer de grands stress chez l'enfant et des troubles du comportement même. Beaucoup plus d'enfants que l'on pourrait dire HP, alors j'aime pas trop moi les tiroirs, mais au potentiel. Oui. C'est-à-dire que les enfants sont plutôt aujourd'hui dégourdis, délurés. Peut-être que tout ce qui est vision avec la télévision, bien sûr, les écrans aggravent la situation puisque l'enfant apprend tout par les neurones miroirs. Donc d'abord les yeux, puis ensuite tout l'éveil neurosensoriel qui est lié. Mais je pense aussi que nous pensons dans nos équipes de recherche que le stress parental y est pour beaucoup. Le stress de grossesse y est pour beaucoup aussi. On accueille aujourd'hui plus d'enfants au potentiel et on pourrait dire TDAH, c'est-à-dire à troubles de comportement et que ce sont des enfants très hypersensibles et qui sont difficiles à contenir et on le remarque très tôt. Une des clés serait que ça viendrait de la période où ils sont dans le ventre de la maman? Bien sûr. On est de plus en plus en recherche sur ce qui se passe in utero, d'où la phytoaquathérapie, où l'on va retrouver des périodes de grossesse durant lesquelles l'enfant a pu vivre un stress particulier in utero, donc, ou la maman un stress particulier, ou la famille. On pense quand même que les racines des liens d'attachement, de la tranquillité de l'enfant dans ces liens d'attachement, du système neuronal d'attachement, trouvent ses racines in utero. On pense aussi que, et moi-même par empirisme, j'ai fait un croisement entre le récit des parents et les comportements des enfants dans ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui change? Et on s'aperçoit quand même que l'inquiétude parentale, le contexte actuel, sociétal, fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants angoissés.
et que cela dérive parfois vers des situations neuronales, puisque un enfant atypique, c'est une construction neuronale différente, hein, et ben, ces constructions neuronales sont souvent dues au stress. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de parents stressés? Alors, mon postulat, par empirisme encore expérience, c'est que tout parent devenant parent est stressé, hein. Après, il y a le contexte environnemental, c'est-à-dire que la grand-parentalité est peu présente, hein, puisqu'on travaille tard. Les aides parentales, il y en a peu ou elles sont payantes, donc c'est difficile. Une maman qui va être enceinte et qui présente des petites choses de grossesse difficiles comme des contractions par exemple, elle ne va pas pouvoir s'arrêter forcément tout de suite puisque la grossesse n'est pas considérée, et heureusement, comme une maladie, mais n'est pas non plus considérée de façon suffisamment importante pour être prise en compte quand il y a des difficultés. Donc les mamans se forcent souvent à travailler tard et ce qui peut créer une kyrielle de situations neurosensorielles pour le bébé, notamment par la qualité du liquide amniotique qui va changer. Le bébé qui doit téter 17 heures par 24 heures in utero son pouce pour pouvoir créer la musculation des voies endobuccales, œsophagiennes, stomacales, la paix aussi, hein, la production de sérotonine pour s'endormir qui va venir par le frottement de la fente palatine du pouce in utero. Tout ce contexte de vie intra-utérine, si l'enfant ne le vit pas de façon sereine, peut avoir un impact sur le développement neurosensoriel de l'enfant et donc des troubles, différents troubles après à la naissance. Ce qu'on peut constater quand on est jeune parent, ce sont les troubles du sommeil en tout premier lieu. En tout premier lieu, on va avoir troubles du sommeil qui sont forcément très liés au système d'attachement et de sécurité de l'enfant, bien sûr au contexte de naissance aussi, hein. Troubles alimentaires, il y en a beaucoup. Voilà, je crois que et puis cette hyperactivité que l'on voit déjà chez des tout-petits, hein, des tout-petits qui sont en éveil permanent, qui n'arrivent pas à s'apaiser, qui n'arrivent pas à poser leur corps. C'est pour ça que de plus en plus, en psychologie clinique, on travaille corps-esprit, hein, on ne peut plus se passer du travail avec le corps de la maman comme de l'enfant. Et alors dans ce contexte qui est anxiogène, de stress, etc., que peuvent faire les parents qui attendent un bébé ? Alors oui, c'est sûr que le plus possible, no stress. Alors on va dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et le travail, et la voiture, et les horaires, et les frères et sœurs, et le contexte financier aussi, bien sûr. Mais je crois qu'il faut revenir à la simplicité. De nos jours, tout devient compliqué et la lecture même devient compliquée. Il y a de plus en plus d'ouvrages sur tout un tas de choses qui veulent dire tout ou rien, tout et son contraire. Les parents cherchent à s'appuyer sur ces ouvrages, à lire de plus en plus, à connaître de plus en plus de situations qui sont parfois très contradictoires. Revenons au bon sens. Tout simplement, qu'est-ce que la maman ressent pour son enfant et souvent c'est juste. Qu'est-ce que papa ressent pour son enfant et souvent c'est juste. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Il n'y a plus de dialogue parental, hein, pour élever l'enfant. C'est il faut faire comme la recette l'a dit ou il faudrait faire comme on l'a lu là, non pas comme je le ressens. Et on nous dit beaucoup de choses. Souvent on entend des conseils disparates. Voilà, hein, d'ailleurs la plupart des consultations, quand les parents arrivent, et 90% des consultations aujourd'hui c'est le trouble du sommeil ou du comportement de l'enfant, les parents ont fait du nomadisme médical, ils ont entendu tout un tas de choses et qui étaient souvent contradictoires. Et parfois, quand on leur fait ressentir réellement ce qu'ils pensent et ce qu'ils feraient de bon pour leur enfant, ils savent. Hein? Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a à la fois trop d'informations et des informations contradictoires, il faut faire attention. D'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est s'écouter. Oui. Et éviter d'aller à droite, à gauche et aller vers la simplicité. Vers la simplicité, vers l'accompagnement. Il ne faut pas hésiter à demander de l'accompagnement quand on est perdu. Hein. Autrefois, de façon intrafamiliale, il y avait de l'accompagnement, les grands-parents, la tante, des conseils. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça.
Donc on a référence à beaucoup de professionnels de santé différents. C'est très bien que la santé s'ouvre et que tout ça donne des soins holistiques, hein. Mais attention, restons aussi dans des choses qui sont concrètes et posées. Voilà. Alors on va essayer de suivre ces conseils. Quand on attend un bébé, c'est vrai qu'on entend tellement de choses. Le premier bébé, en général, on se pose beaucoup de questions. On lit beaucoup à droite, à gauche. On nous donne beaucoup de conseils, donc on s'écoute et on va vers la simplicité. Vers la simplicité, s'écouter et écouter l'autre. Hein. Aujourd'hui, le couple ne se comprend plus. Hein. Chacun arrive avec son intention affective pour l'enfant et l'union du couple n'est plus là. Tout est ciblé sur l'enfant. Hein. Alors, c'est très bien d'écouter son enfant et c'est très bien d'aller vers son désir, mais point trop n'en faut. Hein. Le couple se perd là-dedans. Et demander de l'aide quand on n'a pas des grands-parents, une maman. Voilà. Alors, à qui on peut demander de l'aide? Alors, on peut trouver de gentilles mamies qui sont inoccupées en mettant une petite annonce à la boulangerie et on se retrouve avec une mamie berceuse à la maison. Ça peut être très bien. Ça peut, hein, on a pu ce travail, ces familles intergénérationnelles. C'est vrai. Hein, ce travail de groupe, on pourrait dire, pour élever un enfant. Donc ça peut être bien. Sinon, trouver des relais, ne serait-ce qu'une heure dans la journée, le soir, des critiques du soir, le 5 à 8 qui est très difficile pour les parents, peut-être trouver une aide pendant une heure si on a plusieurs enfants, et pouvoir dire, moi, je ne peux pas tout faire. Hein, on est dans une société de surenchère. Il faut tout avoir. Le matériel de puériculture devient parfois une catastrophe. Il n'y a plus d'expérience de psychomotricité de l'enfant, tellement il y a du matériel de puériculture. Tout ça, bien sûr, c'est des frais inutiles. Hein. Notamment, par exemple, je prends un exemple pour le sommeil, où l'enfant va être dans une chambre dans laquelle il y a une caméra et ensuite un audiophone. Hein. On sait que les ondes électromagnétiques, la sensibilité neuronale de l'enfant, va faire qu'il va les ressentir et que parfois ça peut même l'éveiller ou le réveiller, l'empêcher de s'endormir ou le réveiller. Bon, tout ça, pendant un certain temps, c'est utile, mais pas pendant 2 ans. Oui. Voilà. Et par extension, on peut parler des téléphones. Bien sûr. Et toutes ces situations d'hyperactivité que l'on trouve aujourd'hui sont parfois liées à une utilisation des téléphones et des écrans, ça on le sait maintenant, de façon trop précoce, trop régulière, hein, trop importante, hein, dans la temporalité de l'enfant. Ou par exemple le matin. Hein, mettre un enfant devant des écrans le matin le rend totalement hyperactif. Hein, il va être dans la possibilité d'écouter par exemple l'école, une situation scolaire dans laquelle il faut qu'il s'applique, vers 11h30. 11h30, on va à la cantine. Ah oui. Avant, il va devoir évacuer de la violence. On pourrait avoir tendance à croire, quand on voit un enfant devant la télé, devant un écran, on pourrait tendance à croire que ça le calme. Oui. Mais en fait, c'est l'effet inverse. Alors, ça le calme, mais en même temps, ça surexcite certains sens. Hein, voilà. Et puis il va se retrouver, lui, ensuite, dans une situation de détresse très vite, parce qu'il n'est plus suractivé. Hein, par les yeux, il va devoir activer son corps pour agir et activer sa pensée. Et une des techniques de ce travail en phyto-aquathérapie, c'est de travailler sur la mobilité du cerveau, ce qui est absolument incroyable. Hein. On sait qu'après la naissance, 700 à 1000 synapses par seconde se connectent chez le tout petit. Wow. C'est absolument hallucinant. Oui. Hein, donc tout ce qu'il va apprendre de l'environnement, de l'affection, de l'attention aussi, hein, il apprend le meilleur et le pire. Hein. Si on se sert de ça pour se dire attention, soyons calmes à la maison, mettons des bougies, de la musique, essayons de ne pas lever le ton, essayons de ne pas lui faire sentir notre stress. Hein. Essayons d'avoir un repas tranquille. Si c'est la foire pendant le repas, il mange un petit peu tout seul, il sera mieux. Voilà. Le préserver. Le préserver. Donc tout à l'heure, tu as parlé de pathologies plus sévères. Tu as parlé de l'autisme, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a certaines choses comme ça qu'on peut déceler de façon précoce? Absolument. Aujourd'hui, on peut repérer chez un tout petit enfant, avant 4 mois, tout un tas de signes préanorexiques,
des signes autistiques, attention, je parle de signes, des signes de retrait de l'enfant. C'est ce que mes prédécesseurs, Françoise Dolto et Aldo Naouri, me disaient, c'est attention à l'attention que l'on peut porter à l'enfant. N'oublions pas de le regarder et on apprendra tout. Or, l'enfant a une seconde naissance. La première naissance est la naissance physique, où il va s'adapter à son nouveau monde et où il va rester encore un peu dans son intériorité. Et quand son système affectif se met en place avec les liens d'attachement qu'il peut trouver, il va aller vers des découvertes qui sont très interpersonnelles et qu'il va mettre à l'extérieur de lui. Donc, vers 4 mois, le bébé va commencer à être en réelle interaction avec tout un environnement. Et là, on peut repérer des difficultés alimentaires, du refus du regard, des difficultés de comportement avec l'autre, des difficultés dans le contact du toucher notamment. Et dans notre travail, la base, c'est la mémoire de la peau. La base de notre travail, c'est la mémoire de la peau. Et on s'aperçoit parfois, pour des enfants hypersensibles, simplement dans un bain, tous les soirs, un bain après le dîner, dans lequel il va rester à peu près une demi-heure. Toutes les 7 minutes, notre système neuronal va positionner autre chose au niveau des connexions, grâce à l'ouverture des pores de la peau, sur l'environnement. Là, il va se retrouver dans l'hydropression et dans un calme absolu par rapport à sa peau. Il va se retrouver dans une conscience du corps qui va le sécuriser, même s'il joue dans le bain et qu'on ne s'aperçoit pas que ce calme opère intérieurement. Voilà. Donc, pour ces enfants, par exemple, hyperactifs, c'est fabuleux. On arrive à avoir, simplement avec un bain quotidien, des résultats étonnants pour l'endormissement. Il va être en sécurité grâce à l'enveloppement de la peau et à l'hydropression pendant 4 heures pour s'endormir. Donc on a des endormissements qui vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus sereins. Paisibles. Paisibles. Et oui, tout nouveau parent devrait savoir ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir les consultations aujourd'hui à beaucoup de formations. Moi, je commence à former beaucoup de médecins, de pédiatres, d'ostéopathes à cette technique de travail. D'une part, pour qu'il y ait plus de lieux d'accueil et de maisons de la parentalité, où on peut accueillir les parents pour discuter tout en étant dans un accueil systémique, bien sûr familial, ça c'est très important. Mais aussi, je pense qu'il est très important de pouvoir avoir des écoutes. Et le système du cabinet est qu'on peut téléphoner. Une fois qu'on s'est rencontrés physiquement, on peut téléphoner pour avoir une guidance. Ça, c'est très important. Je pense que les parents ont besoin de guidance. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Et parce que toi, tu reçois beaucoup de monde, donc c'est important que tu puisses un peu partager ton savoir. Voilà, pour moi, ça devenait très important après tant d'années de métier et un cabinet surchargé et une demande augmentante, puisque le contexte social, socio-culturel aujourd'hui et financier fait que les parents ont besoin de beaucoup de soutien. Donc, je crois qu'il faut multiplier les lieux d'accueil. Avec des possibilités financières qui peuvent concerner tout un chacun, d'où le système associatif, par exemple, pour nous, cette association qui a été créée en 1995, donc elle n'est pas toute jeune. Le jardin aquatique. Le jardin aquatique, de façon à accueillir des familles dans un cadre avec une éthique très précise. Il ne s'agit pas de se faire de l'argent sur la difficulté des gens et des familles. Il s'agit de guider les familles et de permettre à cette association de pouvoir créer des nouveaux lieux d'accueil, thérapeutiques bien sûr, et bien sûr de former, d'avoir une école de formation sur la phytoaquathérapie et ce nouveau regard sur la psychologie de l'enfant, psychologie associée au corps. C'est passionnant parce qu'on apprend quelque chose de nouveau et si ça peut être vulgarisé, que tout le monde connaisse. Oui, je crois que c'est important. Ça peut aider. J'ai moi eu la chance, une grande chance dans ma vie de rencontrer des spécialistes quand j'ai commencé à travailler comme ça, puisque mon origine c'est une vie familiale avec un petit frère autiste et une sœur anorexique, donc on n'a pas le choix de son devenir professionnel et on a envie de chercher des solutions. Donc ça c'est très important et j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître très très bien Françoise Dolto à l'époque. D'accord. Et qui m'a dit ton histoire, tu fonces, c'est tout.
tu fonces, tu montes une association, tu fonces, tu loues des bassins, tu te débrouilles, mais ça va, il faut. Et puis on va trouver des neurologues, des gens qui cherchent, des chercheurs. C'est très intéressant, il va se passer des choses, on va découvrir des choses. Voilà, c'est comme ça que je suis partie dans le système associatif, avec toujours des médecins et bien sûr toujours encore l'appui du système médical. Hein. Voilà. Et c'est à la demande d'ailleurs du milieu médical que j'ai créé les formations. Comment ça t'est venu cette idée de phyto-aquathérapie? Alors c'est mon petit frère, j'ai rien appris, hein. Il m'a tout donné en cadeau, autiste et qui n'était bien que dans l'eau, hein, avec son anorak, ses jouets, un énorme panier de petits jouets dans le bain, tout habillé bien sûr, surtout pas déshabillé, hein, pas le corps à corps de la peau et de l'eau. Et qui, quand il pleuvait, passait des nuits entières sous la pluie, qui avait un petit enfant sauvage, hein, qui avait besoin de ce contact aquatique et que j'ai pris avec moi lors de ma première grossesse pendant un certain temps et qui a eu un regard sur ce ventre et sur cette... cherchant vraiment à ouvrir le ventre, hein, il y avait quelque chose qui allait très très loin même, hein, je me suis dit attention, il peut même blesser tellement il va chercher. Et du coup, j'ai cherché, moi, dans ce qui l'intéressait, et je me suis aperçue qu'il regardait depuis toujours des journaux sur la grossesse. Et je me suis dit, il y a un lien, hein, il y a quelque chose, il y a des tas de choses qui se passent. Et ça, il faut chercher dans la vie intra-utérine. Hein. En médecine chinoise, on dit bien que 9 mois de grossesse correspondent à 9 années neuropsychologiques et neurophysiques. Donc, si on vit 9 années in utero, il se passe bien des tas de choses, dont peut-être les racines des liens d'attachement, dont peut-être les racines de l'anorexie. Ça, c'est une de mes théories qui, par empirisme, a pu se positionner. Et je pense qu'aujourd'hui, actuellement, il faut se tourner vers la prévention, de plus en plus, hein, vers l'accueil de toutes ces femmes enceintes et des premiers prémices de difficultés, et très 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 bien entourée. Hein. Donc la précocité de la prise en charge. Plus tôt on est prise en charge et plus tôt on peut aider. Tout à fait. Et l'observation, toi tu as observé ton frère et on est venu une méthode. Voilà, une méthode qui a porté ses fruits assez rapidement, hein, c'est-à-dire que c'est l'ontogénèse de l'être humain, tout simplement, l'eau. Donc après, c'était des calculs de chauffage et de propreté de l'eau et de techniques qui ont été très enquiquinantes parce que c'est bien mieux de travailler sans bassin, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile, mais c'est dans l'eau que ça se passe. Parce qu'en pratique, on parle de phyto-aquathérapie, de ce que tu fais. Et dans ton cabinet, il y a un bassin. Il y a un bassin. Il y a un bassin. Il y a une première séquence de rencontres autour de la famille, en systémie familiale, et ensuite une deuxième séquence qui se fait dans l'eau et qui va nous permettre de découvrir comment l'enfant se situe dans son corps et comment l'enfant se situe dans son intérieur et dans son extérieur. Hein. Donc on va pouvoir décrire très facilement le vécu psychique de l'enfant pendant ce temps aquatique et puis vers quoi sa psyché à lui le dirige. Donc très souvent, on va mettre des étiquettes sur des enfants qui ont des difficultés de comportement. Même je pense à l'autisme, hein, où très très vite maintenant on dit oh là là, ce petit enfant est autiste, il a 1 an, 2 ans, on le reçoit en cabinet et pas du tout. Il est paniqué à l'idée d'un corps qui ne le protège pas, c'est tout. Donc on va repasser l'histoire de la grossesse, l'histoire de la naissance, et puis peut-être travailler dans des enveloppements avec l'eau, dans différentes buses de massage, différentes techniques. Voilà. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que le Covid m'a permis de découvrir, c'est que devant fermer le cabinet, pour des raisons d'hygiène, bien sûr, avec un bassin, j'ai consulté par Skype, puisque les mamans disaient attention au secours, on ne peut pas rester sans contact, etc. Eh bien, j'ai donné des conseils dans les baignoires des parents. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, le travail de la peau, de la dilatation des pores de la peau, de la résonance de la peau, des mémoires sonores, des mémoires kinesthésiques de l'enfant vont pouvoir se mettre en route et réparer, même dans un bain. Alors, c'est rassurant parce que ça donne de l'espoir, parce que parfois, le stress, on ne peut pas y échapper. Et on se dit, si on a eu un stress durant la grossesse de notre bébé, après, en travaillant dans l'eau, on peut réparer beaucoup de choses.
Et je crois que de toute façon, il faut se dire que l'humain est extraordinaire et il y a un aspect, jamais rien n'est irrévocable. Et ça, je crois que c'est la base de tout travail thérapeutique. Wow. Et tout thérapeute d'ailleurs est dans cet espoir, non pas d'être magicien, mais de pouvoir offrir un petit maillon de la chaîne qui va faire que des choses vont s'ouvrir. Et l'enfant lui-même est dans une attente d'aller bien. Nous, adultes, on porte notre baluchon de difficultés et on a des intérêts secondaires parfois à le garder un peu. L'enfant, pas du tout. Il est extrêmement frais. Il a envie d'aller bien vite. Et il va se servir des outils qu'on lui donne. Donc très très vite, on va avoir des enfants qui vont dire mais oui, moi je veux aller dans le bain, je suis trop fatiguée, je suis trop énervée, par exemple. Ils vont comprendre, ils vont essayer de se comprendre et de vivre avec leur corps ce qui peut les aider. Alors, si on peut parler quand même de quelque chose d'assez important, c'est l'aspect étiologique, c'est-à-dire, je crois que c'est ce que m'ont appris Aldo Naori et Françoise Dolto, c'est qu'on va travailler en observant beaucoup, à la fois, bien sûr, écoutant le discours des parents, mais observons les symptômes de l'enfant. Ne mettons pas d'étiquette, soyons dans une ouverture, dans un processus, dans une dynamique. Ça, c'est très important. Pas de tiroir quand ils sont tout petits, surtout pas. Ça fait peur à tout le monde, y compris à l'enfant qui ressent ce que l'on pense et les inquiétudes et des mots-clés dont il n'a pas bien sûr la conscience cognitive, mais dont il va comprendre le sens inquiétant. Donc ça, c'est la première chose, de donner un sens à tous ces symptômes. Et puis ensuite, de se mettre dans un cadre très nosographique, c'est-à-dire qu'on va classer les priorités. Est-ce que la priorité, c'est le lien à maman ? Est-ce que c'est le lien à papa? Est-ce que c'est une fraternité difficile, jumellaire? Est-ce que ça a été une naissance difficile avec réoxygénation de l'enfant? Est-ce que, voilà, tout un tas de questionnements qui vont nous mettre au niveau génétique, épigénétique, tout ce qui est environnemental, tout ce qui va être bien sûr ethno-pédopsychiatrie. D'où vient-il cet enfant? Est-ce qu'il est né en Europe ou pas? Ça joue tout ça? Évidemment. Donc on va être dans d'abord un accueil et une observation, et puis ensuite on va pouvoir aller très vite vers la priorité. La priorité, ça va être d'observer cela et de répondre tout de suite à une dynamique active pour proposer à l'enfant des outils, et l'enfant se sert des outils. Alors, est-ce qu'il y aurait une anecdote précise dont tu pourrais nous parler, d'un progrès ou d'un changement que tu as vu qui aurait été radical? Bien sûr. Je prends l'exemple d'une chouette crèche où j'étais en supervision pour l'équipe et où je suis arrivée avec il y avait un petit enfant en âge de marcher qui ne marchait pas du tout. Quand je dis en âge de marcher, attention, c'est pas clivé, l'enfant peut marcher entre 9 mois et 1 an et demi. Mais quand on le sent mal et quand on le sent handicapé, ne pouvant pas marcher, et triste, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Et ce petit garçon attirait l'attention de toute l'équipe, avec douleur parce qu'il pleurait beaucoup. Elle ne savait pas comment le contenter. Et il était dans un groupe d'enfants extraordinaires, des plus grands, des moins grands, et qui crapahutaient partout. On le sentait extrêmement attentif aux autres, mais ne trouvant pas en lui la possibilité de faire. Et extrêmement attentif aux lectures, par exemple, à tout ce qui était mime. Et l'équipe disant, mais on est avec un enfant porteur de handicap, attention, c'est un enfant différent. Eh bien, tout simplement, en mettant l'équipe en route, à chaque change, on lui masse les jambes. On va voir avec la maman pour qu'il y ait une chouette psychomotricienne qui se mette en route dans un travail avec cet enfant. Et puis, on va bien sûr aller observer ce qui s'est passé à la naissance, quel était son positionnement in utero. Il se trouve qu'il était en siège, décomplété, donc les jambes très raides, un enfant très enfermé, avec des moments d'ailleurs difficiles au niveau oxygénation pendant la naissance. Et tout un travail a démarré, à la fois en psychomotricité, mais aussi en psychologie de l'enfant, grâce à l'équipe. C'est-à-dire, tu peux, viens, je t'aide, je t'accompagne, bravo, comment on fait maintenant? Donc une confiance de l'enfant, tout simplement cette confiance rapportée à son propre corps.
Hein. Il ne faut pas oublier que l'enfant n'apprend que ce qu'il voit. Et il voyait les autres qui ne faisaient pas ce qu'ils pouvaient. Hein. Donc en lui faisant sentir ce qu'il il pouvait se voir autrement. Et on a énormément travaillé devant le miroir, avec des petites chaussures rouges, avec des lacets jaunes, avec voilà. Et il se voyait marcher en fait. Il se voyait des jambes déjà. Des jambes, oui. Hein. Et il se trouve que bon, maintenant le temps a passé et que ce petit fait du vélo et qu'il est à l'école. Bien sûr que tout le contexte environnemental de la naissance a laissé des traces. Hein. C'est un enfant qui va apprendre moins vite, hein, qui va développer plus la sensibilité que le côté cognitif pour l'instant, tout en apprenant énormément de choses. Mais voilà, on a énormément avancé avec cet enfant et c'est une belle histoire. J'imagine que tu dois en voir beaucoup des belles histoires. Beaucoup de belles histoires et je crois que ça c'est Aldo Naori qui me l'a appris. L'enfant est extraordinaire. L'enfant à la fois c'est un petit démon pour les parents si on le laisse aller trop loin et si on ne pose pas de limites. À la fois c'est un être extraordinaire, à la fois capable de comprendre et d'analyser la situation et capable d'apprendre énormément de choses en très peu de temps. Hein. D'une part, les neurosciences le prouvent. Ce qui était empirique pour moi il y a 31 ans devient prouvé par les neurosciences aujourd'hui, donc ça c'est assez chouette. Oui. Hein. Mais aussi, je crois que l'enfant a une volonté d'exister, de vivre, qui est formidable. Et quand on touche ça, même chez un enfant lourdement handicapé, on arrive à trouver des solutions extraordinaires. C'est chouette. Bien sûr. Oui, beaucoup d'espoir alors, ça c'est important. Oui. Et je crois que ça, c'est une chose très importante. Ce qui a changé ma vie dans le travail thérapeutique, c'est le regard systémique. C'est-à-dire que on ne peut pas accueillir un enfant tout seul en thérapie. Ce n'est pas possible. Le contexte est trop important. Hein. Donc on va accueillir papa, maman, pas la première fois frères et sœurs, mais la deuxième fois frères et sœurs, pour qu'on puisse se baigner de l'univers de l'enfant et mieux comprendre son corps et son esprit. Hein. Voilà, pas cliver les situations. Et bien sûr que dans le développement d'un enfant, si on va aider l'enfant à dépasser une situation difficile, dans un moment de crise, hein, il y a des enfants qui m'envoient le cabinet en l'air complètement, si les parents sont là et qu'on peut gérer une crise ensemble, l'enfant a compris qu'on l'a compris, les parents ont compris qu'on a compris, il n'y a pas de jugement et on va pouvoir dorénavant gérer les crises différemment. Même si c'est un enfant qui, par son contexte à lui structurel, je pense à l'autisme par exemple, va avoir des crises phénoménales et régulières. Mais le fait de déculpabiliser les parents, déculpabiliser l'enfant. C'est important, hein. Et une crise, c'est quoi? Une colère, c'est quoi? Cortisol qui sort. Il faut bien que ça sorte. Tout est accumulé dans cette petite tête. Il faut bien que ça sorte. Et comment peut-il l'exprimer? Hein, il ne va pas dire « Oh là là, je suis très angoissée », c'est pas possible. Hein, donc d'abord, c'est très souvent du non-verbal à l'âge de prise en charge, mais en plus, l'enfant ne sait pas exprimer ses émotions. Et c'est là qu'à la fois l'avancée sociétale est chouette, c'est-à-dire qu'on va parler à l'enfant de ses émotions, on va faire des films sur les émotions, mais parfois on mélange les sentiments et les émotions. Parfois, on demande beaucoup trop tôt à un petit enfant de 2 ans et demi de comprendre ses émotions. Il ne peut pas. À partir de quel âge, d'après toi, on peut commencer? 5 ans. 5 ans. Avant, il n'est pas dans le cognitif. La priorité, c'est je vois, je sens, je veux. C'est l'émotion et mon corps. Hein? Pourquoi un gâteau à 4 heures et pas à 18 heures? On ne peut pas comprendre. Une fois que le parent a compris ça, il va dédramatiser, déculpabiliser, il va beaucoup mieux aider son enfant. Aider son enfant, les moments de crise ou de difficulté, les moments de difficulté d'endormissement aussi, où il faut parfois que l'enfant pleure un peu, accompagner. Du moment qu'on a découvert tout ça ensemble, ça se passe mieux. Hein. Et très souvent, on a des situations dites gravissimes. Hein. Moi, j'ai des situations, des amis pédopsychiatres ou des CMPP qui m'envoient des enfants, situations très préoccupantes. Et on se rend compte qu'en travaillant le contexte familial, c'est déjà beaucoup moins préoccupant. Hein. Il s'agit de ces enfants qui sont parmi les 44% d'enfants en France qui vont naître très, très sensibles. Voilà.
44%, c'est une grosse énorme, partie quand même. Énorme. Alors, est-ce que c'est ce qu'on sait aujourd'hui et que ça n'était pas le cas autrefois? Moi, dans mon expérience de thérapeute, je pense quand même que l'enfant est de plus en plus intelligent précocement et de plus en plus fragile précocement. Voilà. Alors, tu dis qu'on avance. Oui. Est-ce que tu penses que dans d'autres pays, on avance plus vite et on devrait en prendre de la graine? Oui. Oui, je trouve. Alors, bon, ça c'est mon avis. En France, il faut beaucoup bouger les choses pour que ça avance. J'en ai ma propre expérience, puisque les facultés de psychologie ont refusé ma méthode de travail jusqu'à il y a maintenant 5 ans, donc c'était 30 ans de bataille. Mais je crois surtout que il ne faut pas mélanger les recherches, les petites choses qui se font et qui deviennent très importantes et trop importantes. Je prends l'exemple de ces livres dont on parle tout le temps, de toutes ces méthodes que l'on essaye de pratiquer avec les enfants, qui sont des essais et qui ensuite finalement nous ramènent au bon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi s'ouvrir à l'extérieur. En Allemagne, on a découvert, par exemple, dans des échographies très poussées, que l'enfant, au 4e mois de gestation, s'il vit trop de contractions maternelles, va développer le bout des doigts, un petit peu comme des petites grenouilles, il va gonfler le bout des doigts et il va aller pomper la racine placentaire comme un petit chat, de façon à ne jamais avoir de rupture alimentaire et d'oxygène. Donc, ça nous apprend que l'enfant a une possibilité d'action, une possibilité d'auto-soin déjà in utero. Voilà, en France, on n'en est pas là encore. Tout ce milieu intra-utérin, que ce soit en psychologie clinique ou au niveau médical, est encore très tabou, on pourrait dire. En Allemagne, c'est très, très avancé. Et quant aux recherches sur les liens d'attachement, les systèmes neuronaux de lien de l'enfant à l'autre, là, je crois qu'il faut s'appuyer sur le Canada. C'est extraordinaire. Ils ont une manière de voir l'enfant et les liens à l'enfant qui est extrêmement précurseur. Alors, dans tous les pays du Nord aussi, mais le Canada est très particulier. Je pense notamment aux enfants que l'on doit placer. Chez nous, l'enfant n'est pas adoptable du moment qu'il a des parents qui seraient susceptibles de s'occuper de lui plus tard, même si le contexte psychique d'un parent ou de l'autre parent montre que pour l'enfant, ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que quand on est dans des situations extrêmes. Au Canada, au bout de 3 ans, d'une aide énorme à ses parents qui sont en difficulté parentale, en difficulté de caregiving, c'est-à-dire de soins à l'enfant. On va rendre l'enfant adoptable pour qu'il ait une vie de famille. Ce qui est beaucoup plus difficile chez nous. Chez nous, c'est extrêmement difficile. Il va de foyer en foyer ou de famille en famille. Et on se retrouve avec des enfants atypiques, avec des comportements atypiques, mais on leur a donné une vie atypique. On leur a interdit totalement de s'attacher. Mais qui peut vivre sans attachement? Qui peut vivre sans sécurité et sans cette base qui est le méta-besoin humain de la sécurité. Et on se retrouve avec des troubles comportementaux sur des enfants qui n'ont absolument rien à la base, uniquement ce problème d'attachement que l'on n'a pas permis de façon stable, régulière et sereine. Alors on espère pouvoir avancer, prendre de la graine, prendre exemple sur le Canada, l'Allemagne entre autres. Voilà, tout à fait. Donc toi tu m'as parlé des enfants adoptables, adoptés. Moi je voudrais te poser une question sur l'inclusion. Oui. Donc, que penses-tu de ce mot qui est très à la mode, de l'inclusion des enfants atypiques qui pourraient avoir un comportement qu'on qualifierait de difficile dans un milieu scolaire par exemple? Alors il faut voir quel est le but de l'inclusion. C'est un chouette but, c'est-à-dire pourquoi on va mettre des enfants différents ensemble et pourquoi on n'essaierait pas, nous, société ouverte, d'accueillir la différence. La différence, bien sûr, toutes les différences, y compris le handicap. Et c'est très intéressant au niveau de la collectivité, des crèches jusqu'aux plus grands,
On va s'entraider, on va aider celui qui ne sait pas ou qui ne peut pas, et on va comprendre que voilà, on entend moins bien, on ne sait pas parler, on a des comportements difficiles, mais on va faire avec et on va faire en groupe. Le seul problème, le but est juste. Oui. Le seul problème aujourd'hui, c'est que nos pauvres maîtresses, déjà, elles n'en peuvent plus. Elles ont des classes surchargées. Oui. Comment peut-on rêver mettre en inclusion un enfant porteur d'un handicap ou d'une difficulté dans une classe de 30, 32, 34 élèves? La maîtresse ne le peut pas. Elle n'est pas formée. La SEM n'est pas formée. Même un enfant dyslexique, la maîtresse n'est pas formée. La SEM n'est pas formée. Donc, c'est un enfant qui va se retrouver dans une situation difficile, avec à un moment donné des élèves qui vont se moquer de lui, ou pas, si c'est bien fait et si on protège l'environnement par une bonne communication, peut-être pas. Mais est-ce qu'on pense à l'enfant lui-même, hein? À un moment donné, un enfant trop différent, je pense à l'autisme par exemple, il va se trouver différent lui-même. Il n'est pas bête. Il va se sentir tellement mal qu'il sera mieux avec des gens qui lui ressemblent. Nous tous, on cherche des familles et des appartenances. Hein? Donc, c'est tout. On est comme ça, on est en tribu depuis toujours. Hein? C'est vraiment l'éthologie de l'humain. Hein? Donc, pourquoi à un moment donné laisser ces enfants dans des situations trop difficiles? Alors, l'inclusion, oui, bien sûr. Dans toutes les petites classes, ça devrait être naturel. Aidons les maîtresses, par pitié, sinon elles ne peuvent pas. Parce que ça retentit sur l'enfant, hein, qui ne va pas pouvoir suivre, qui va être au fond de la classe ou qui va être jugé par les autres. Et puis, quand ça devient trop compliqué, ouvrons pour ces enfants des classes dans lesquelles ils vont être aidés, accompagnés par des professionnels à qui on a appris. Donc en fait, c'est tout le système qu'il faudrait changer pour pouvoir accueillir la différence. Voilà, accueillir la différence, et peut-être ce que l'on faisait chez Montessori, ce que l'on fait dans certaines écoles, c'est des classes désenclavées, c'est-à-dire l'enfant va pouvoir suivre la chorale avec tout le monde. Comme les classes Ulysse. Voilà, et ensuite il va au CP, mais un CP dans lequel on va l'aider et l'accompagner, un CP adapté, et puis il revient pour le sport, avec tout le monde, voilà, hein, pourquoi pas. Donc inclusion oui, mais bien sûr, mais avec en priorité une aide quand même très forte pour les maîtresses et pour qu'il y ait du personnel supplémentaire pour accompagner ses enfants. Parce que sinon, l'enfant lui-même risque de se trouver en situation de difficulté, c'est pour d'échec. lui le problème. C'est ça. Hein, parce que la collectivité va s'adapter. Hein, qu'il y en ait d'autres qui se prennent un petit coup sur la tête ou un coup de pied, c'est pas marrant, mais on apprend que lui, il est un peu violent quand il n'est pas d'accord. Voilà, ça, c'est pas grave. Hein, mais le problème, c'est pour l'enfant lui-même. Hein, moi, j'ai vu des intégrations d'enfants autistes qui devenaient malheureux parce que c'était trop difficile. Hein. J'ai vu aussi des enfants qui portaient de graves difficultés de surdité, hein, appareillés mais pas suffisamment, et qui ne pouvaient plus suivre et qui étaient malheureux. Donc il faut faire très attention à ce système d'intégration. Quand l'enfant n'est plus à sa place, il faut trouver un lieu dans lequel on le comprend et dans lequel on peut l'accompagner là où il est. On observe encore une fois. Encore une fois. Encore une fois, on observe. Et pas de casier. C'est pas à tel âge ou à tel âge. Oui. Non. Le développement, c'est 25 ans. À plusieurs reprises, tu as mentionné Dolto, Naouri. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les influences que ces personnes ont eues sur tes travaux? Qu'est-ce qui a fait que toi, pour toi, c'est important de suivre peut-être certaines choses qu'ils ont faites? Oui. Alors, ils m'ont appris qu'une consultation, ce n'est pas un suspense. Qu'une consultation, c'est pas qu'on dit rien aux parents. C'est pas qu'on va juste observer et que du coup il y a un poids phénoménal parce que le psy quelque chose sait et nous on ne sait pas, les parents. Parce que ça, l'enfant le ressent. À la seconde où on accueille, où on va dire bonjour dans la salle d'attente, l'enfant sait qu'il peut se confier ou pas. Le parent sait qu'il peut se confier ou pas. Hein? Ça s'appelle l'engagement thérapeutique. Et c'est un engagement de cœur. Alors, je vais faire frémir la faculté de psychologie, mais c'est un engagement de cœur. Sinon, on ne peut pas travailler. Ça, ils me l'ont appris. Hein. Et puis ensuite, je crois que c'est une sémiologie. Hein. La rencontre, c'est aller voir comment est construit un être humain avec l'environnement
et comment était construite petite cette maman et ce papa, hein, comment ils étaient construits, comment ils sont dans ce système d'attachement entre eux déjà, hein, et qu'est-ce que l'on peut faire au sein de cette famille-là. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des petites vidéos sur la technique pour faire endormir un bébé de 6 mois. La recette. La recette, à 8 mois, c'est comme si, à 1 an, c'est comme ça. Non, c'est contextuel. Maman n'est pas la même. Je peux passer 10 heures de consultation, il n'y a pas les mêmes parents, les mêmes problèmes, et pourtant, il n'y en a aucun qui dort. Hein, voilà. Hein, donc, c'est très important. Et ça, Aldo Naori et Françoise Dolto étaient très proches de l'humain. Et très proches du don de soi. Hein, c'est-à-dire que consulter, ce n'est pas donner une recette pour que ça aille vite mieux, c'est comprendre, expliquer ce que l'on a compris. C'est très important, la traduction. Hein, parce que l'enfant entend, même s'il ne décode pas tout, et être dans une attention et une intention affective. Ça, c'est ça qui m'a appris. Donc, et ça, c'est la sémiologie de la rencontre. C'est exceptionnel quand même, j'ai une méthode du cœur. J'ai eu beaucoup de chance. Tout au long de ma vie. Et merci de partager cette chance et d'en faire bénéficier des familles, des enfants. C'est exceptionnel, j'en sais quelque chose. Merci pour tout le monde, merci pour cette interview. Pour le mot de la fin, quel conseil donnerais-tu aux parents d'enfants atypiques? D'enfants atypiques, alors une prise en charge très précoce et une prise en charge, je dirais, holistique. C'est-à-dire que bien sûr, le côté médical, évidemment, on s'appuie dessus. Bien sûr, un pédopsychiatre, évidemment, on s'appuie dessus. Et puis, on va voir si on peut travailler en ostéopathie, on va voir où l'enfant se trouve le mieux dans un suivi thérapeutique. Hein, ça, c'est très important, que les parents se fassent accompagner et que surtout, on ne s'arrête pas aux mots. Les mots peuvent bloquer le parent comme l'enfant. Hein. Il est TDAH. Non, il est lui, il s'appelle Pierre et on va voir ce qu'il devient. Voilà. Merci beaucoup Marie. C'était vraiment un échange très riche. On aurait encore plein de choses à dire. Oui, il y a plein de choses à dire. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que ton association, le Jardin Aquatique, est agréée par la Maison de la Parentalité de Bordeaux. Oui. Le docteur Anne Reynaud soutient ta méthode et tes recherches. Oui. Marie Schmitt intervient maintenant dans le programme de formation d'éthologie humaine de Boris Cyrulnik à l'Université de Toulon. Oui. Et tu nous as parlé de ta nouvelle formation à la phytoaquathérapie. Et donc tout ça se met en place et ça va démarrer fin septembre. Voilà, il y a déjà eu 2 groupes de travail et de médecins où voilà, il y a différents prérequis pour faire cette formation, mais c'est très ouvert. Il y a déjà maintenant 2 groupes de travail qui ont fait éclore de nouveaux thérapeutes avec donc 4 lieux en France qui vont s'ouvrir avec bassin et puis une nouvelle formation qui va démarrer fin septembre pour une nouvelle classe, sachant que chaque classe fait entre 6 et 8 élèves, pas plus, puisque les élèves ensuite sont supervisés pendant 1 an et ça demande beaucoup de travail. Donc toutes les informations seront indiquées, donc le nom du site, le numéro de téléphone, le contact, les détails sous cette vidéo. Donc encore une fois un grand merci. Merci à toi beaucoup. Merci. C'est une chance de pouvoir partager. Avec grand plaisir. Et c'est chouette d'avoir des personnes comme toi qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui travaillent avec du cœur. On a vraiment besoin de beaucoup de gens comme ça et ça fait chaud au cœur et ça donne de l'espoir. Merci. C'est grâce à ceux que j'ai rencontrés. Merci. Merci Marie et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous apporter de l'espoir, qu'elle va vous donner des idées pour avancer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Au revoir. Au revoir.